Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Talk Tabou Média, média engagé qui donne la parole à la diaspora franco-sud-asiatique. Ici, on brise les silences et on aborde sans détour des sujets qui touchent notre communauté. La santé mentale, la quête identitaire, les tabous au sein même de notre famille et de nos traditions. Mais on ne s'arrête pas là, on parlera aussi de notre histoire, de notre culture et de tout ce qui fait la richesse de notre héritage. Ce podcast, c'est un espace libre, bienveillant, où l'on se confie et s'exprime sans filtre. Alors installez-vous et bienvenue dans la conversation. Je me présente, je m'appelle Sutarsan Subichan, je suis animateur podcast et directeur du pôle de la communication pour Talk Tabou Média, que j'ai rejoint en septembre dernier et je suis heureux d'accueillir Adeline sur la thématique suivante qui est être queer dans la communauté sud-asiatique. Bonjour Adeline, comment tu vas ? Bonjour Subichan, je vais très bien, merci, et toi ? Très bien, merci. Aujourd'hui, tu es venue sur le podcast pour parler un peu de toi. Je te laisserai te présenter et dire un peu plus par rapport à toi. Alors, je m'appelle Adeline, je suis française d'origine indienne. Je parle le tamoul. J'ai migré en France à l'âge de 9 ans. Avant, j'avais vécu dans un pays appelé Djibouti et j'ai vécu là-bas avec mes parents et ma famille, mes frères et sœurs. J'ai un frère jumeau et une sœur. Et on a vécu là-bas pendant une grande partie de mon enfance et de notre enfance. Et là, je suis sur ce plateau pour vous parler de ma sexualité, un sujet qui était beaucoup caché, enterré, et que je veux exposer dans le but de partager en fait d'autres types de récits à d'autres personnes qui puissent se reconnaître en moi, ou pas forcément qu'en moi, mais certaines parcelles de mon histoire en fait puissent refléter ce qu'ils vivent. Et tu dis que tu veux parler de ta sexualité, je te laisse faire, je te laisse commencer. Il s'avère que moi on me connaît un peu et moi aussi je milite un peu avec la communauté LGBT en tant que personne homosexuelle. Alors moi je me définis comme une personne queer. Pourquoi queer ? Parce que j'estime que ça englobe en fait une grande partie de la communauté LGBT sans en être on va dire victime de cet effet étiquetage en fait. J'avais pas envie d'avoir un label. Pour être complètement transparente, je voulais pas avoir de pression sur mon orientation sexuelle ou mon identité de genre, justement pour vivre sur le moment et ne pas être bloquée sur une étiquette en fait. Et dans cela, j'avais en tête parce que j'aimais les femmes en fait. Enfin, j'aime les femmes. Je dis j'aimais les femmes, mais en fait j'aime les femmes. Et ça a été longtemps pour moi une quête d'acceptation de mon identité. Et j'étais vraiment tombée sur une période où j'avais cette nécessité de trouver un label qui me corresponde. Et c'était devenu une obsession, et au point de me rendre malade, en fait. Et je trouve que j'aime bien cette étiquette, du coup, qui est queer, qui est un peu plus globale, et qui permet de me retrouver en fait. C'est vrai que pendant notre échange, je t'avais admis que j'avais longtemps eu, et encore aujourd'hui, la difficulté d'utiliser le terme lesbien, par exemple lesbienne, parce que c'était tellement... c'est un grand mot pour moi, en fait, par mon histoire que tu vas nous raconter. Que je vais vous raconter d'ici quelques feux, mais... C'est une grosse étape en fait, et c'est comme c'est un mot tabou en fait. Oui, totalement. C'était un mot tabou, et en plus de ce mot tabou, j'avais aussi en fait ma recherche, ma quête d'identité qui me permettait pas de me définir complètement comme lesbienne en fait, parce que j'avais cette volonté de me laisser libre en fait. J'avais pas envie de me contraindre dans une case, et donc d'où le terme queer. Tu nous as dit que tu as eu des relations avec des hommes et des femmes. Est-ce que tu peux plus nous en parler de tes relations passées ? À quel âge tu as su aussi que tu avais ce côté-là pour les femmes ? Alors, pour revenir sur mes expériences passées, j'ai toujours commencé à avoir des relations en fait avec des hommes. J'ai eu des relations avec des hommes
J'ai toujours été en relation hétérosexuelle depuis que j'ai eu 16 ans jusqu'à mes 27 ans. Et pour moi, ça a été la norme sociale, en fait. J'ai toujours vu ça comme étant le chemin à suivre, en fait. J'avais déjà un parcours bien défini dans ma tête. C'était à 25 ans, j'étais mariée, j'allais pouvoir fonder une vie de famille, et c'était avec un homme. Jusqu'au jour où je me rends compte, en fait, que j'ai commencé à éprouver des sentiments, de l'attirance pour une jeune femme, une collègue, en fait, de travail. Et à ce moment-là, en fait, c'était l'incompréhension, c'était le chaos, c'était moi qui n'arrivais pas à m'accepter, qui n'arrivais pas à accepter cette partie-là, en fait. Pour moi, c'était inconcevable. C'était comment est-ce possible ? Et même si je l'acceptais, en fait, la question d'après, c'était qu'est-ce qui est la suite logique, en fait. Ouais, c'est un peu les étapes du début, parce que je suis passé par là aussi, c'est l'incompréhension. Je me dis, attends, quoi ? Je suis attiré par ce garçon, et pourquoi et tout. Et tu te dis, avec notre culture aussi, qui fait que, en fait, oui, vie de couple, c'est homme, femme, 25 ans, t'es marié, 27 ans, t'as les premières ans, ton premier gosse, et après, voilà, quoi, t'as ta vie de famille, et c'est la réussite de notre culture, ça. Et oui, tu commences par être dans l'incompréhension, et tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive, je comprends pas. Totalement, en fait. C'était vraiment le choc, le déni. J'étais beaucoup dans le rejet aussi. Je suis passée par cette phase où j'aimais pas cette partie de moi. Je trouvais ça, encore une fois, je vais reprendre des termes assez durs. Parce que c'était quand même choquant pour moi, mais ça va reprendre les termes de l'homophobie internalisée, que c'est pas naturel, que c'est pas ce que ça devrait être. C'est peut-être une maladie, vraiment ce genre de propos, de pensée plutôt. Mais ça, c'est la société et l'éducation de la culture qui fait qu'on pensait comme ça, parce que nous, on pensait que c'était vraiment contre nature, que c'est une maladie, qui a fait que nous, aujourd'hui, on se disait, à l'époque plutôt, on se disait oh non, merde et tout, pourquoi je pense comme ça et tout. Hein. Mais oui. C'est très déstabilisant quand même comme période. En fait, on essaie de rechercher du confort. En fait, j'étais vraiment à ce moment-là, j'étais pas capable d'accepter. J'avais 27 ans quand j'ai su que j'éprouvais de l'attirance pour cette jeune femme. Et pour moi, c'était vraiment le choc. Je pense que je me donnais en fait des coups, des fouets sur moi-même. Je ne m'appréciais plus. J'étais arrivée au point. Voilà. Tu peux dire le mot. Oui, moi, je me détestais aussi. Oui, je me détestais. C'était vraiment pour moi, j'avais envie d'un miracle. Voilà. J'avais vraiment envie que il se passe quelque chose pour que je n'ai plus ce genre de pensée, de sentiment, d'attirance en fait, au point où je suis allée prier en fait dans une église pour me dire j'ai envie de montre-moi d'autres signes. Je priais Dieu pour qu'il me montre d'autres signes, que ce n'est pas vrai, que vraiment c'était le déni en fait, le déni. C'était assez vraiment intense en fait. C'était très intense. Je me souviens très bien encore aujourd'hui parce que c'était le désespoir. C'était très lourd en termes d'émotions. J'avais une énorme envie de le partager autour de moi, particulièrement à ma mère, parce qu'elle était proche à ce moment-là et parce que j'avais aussi un projet de migrer en fait aux Pays-Bas pour des opportunités dans le travail. En fait, je suis arrivée à un moment où c'était très intense. Et je suis aussi passée par des phases où j'avais peur qu'on reconnaisse que j'étais, que j'avais ce genre de pensée. C'est, je sais plus comment ça s'appelle ce syndrome, mais t'as pas envie qu'on sache en fait. Et du coup, t'es super anxieuse, tu fais attention à tout en fait. T'as pas envie qu'un geste, qu'un mot soit interprété comme elle est peut-être lesbienne, elle est peut-être gay. Et du coup, c'est vraiment lourd, c'est très lourd. Parce qu'on a eu presque le même cheminement, mais moi ça remonte un peu du collège, oui. C'est un peu plus jeune. Et moi j'avoue que j'ai pas eu ce petit syndrome de... En fait je restais un peu moi-même, parce que j'ai essayé de faire un peu semblant, et j'ai vu qu'en primaire c'était un peu lourd de jouer un personnage, de toujours porter un masque devant les gens, bon allez je vais être un peu plus masculin, un peu plus
garçons, comme ils le veulent. Et on sait qu'arrivé au collège, moi, c'était pareil. Déni, je ne voulais pas accepter, je me détestais. Je commençais à me dire, mais c'est n'importe quoi, je comprends pas. Mais après, très très vite, j'ai commencé à changer en regardant des séries Netflix et Disney Channel où tu voyais le meilleur ami gay et tout. Après, tu comprenais qu'en fait, c'est marrant, c'est drôle. Genre, je comprends pas et tout. Et tu comprenais pas. En fait, je comprenais un peu ce qui se passait sur la surface, mais pas ce qui se passait à l'intérieur. Que en fait, Subicène, ça va créer ton identité à toi et que c'est vraiment toi. Et j'étais pas encore dans l'acceptation que moi, j'ai commencé à faire mon coming out au collège. Et c'était la pire période de ma vie, moi, puisque après, il y a eu l'harcèlement et tout le truc qui va avec. Mais oui, c'est pour ça que, genre, aujourd'hui, je trouve ça super intéressant, puisque toi, c'est un peu plus tard, mais on a toujours eu les mêmes étapes que le déni, on s'est détesté, et après, on est dans l'acceptation, et après, on est dans la recherche, et on comprend que en fait, c'est tout à fait naturel, et que même si on prie Dieu très très fort, on changera pas, c'est comme ça, quoi. Mais avec la communauté, comment toi tu t'es senti par rapport à tout ça? Genre, pendant la période du déni, on va dire, est-ce que ça a joué un rôle sur le fait que tu t'es détesté, que tu étais dans le déni, et aussi pendant l'acceptation, comment tu t'es senti par rapport à ta culture? C'est une très bonne question. Et en fait, ça me rappelle le fait que quand j'ai eu de l'admiration pour des femmes, en fait, j'avais pas eu de référent, j'ai pas eu de représentation, en fait, d'amis, de cousins, de cousines qui avaient d'autres sexualités que celles de la société hétéronormée. Et c'est vrai que la place de la culture par rapport à cette question-là, elle est énorme parce que dans notre culture, en fait, c'est extrêmement tabou, c'est moqué. Si on en parle, en fait, c'est soit moqué, soit vu d'un angle rabaissant. C'est pas très bien vu. Et je l'ai très vite compris, en fait, même en étant plus jeune, en fait. En fait, c'est des sous-entendus, ça va être des blagues, ça va être tel artiste qui est donc de la communauté LGBT et plus est bizarre, il est fou. Enfin, ça va être ce genre de propos, en fait. Et on comprend très vite, en fait, même si à cette époque-là, j'avais pas su mettre des mots sur ce que je ressentais. Tu comprends qu'en fait, c'est pas quelque chose que la société va t'encourager à être ou va t'accepter, en fait. Et en plus, moi, je suis issue d'une famille chrétienne. Et donc, dans le christianisme, c'est très présent, en fait. Le concept que l'homme s'est fait pour être avec une femme. Enfin, c'est assez présent et je l'ai ressenti, en fait. Et c'est vrai que c'est pas non plus un sujet que j'ai pu évoquer naturellement. Et de manière générale, tout ce qui est relation, parler de son copain, de sa copine, c'est pas quelque chose qu'on fait avec nos parents. C'est quelque chose de tabou, déjà, oui. Déjà. Juste si t'étais en couple avec un homme, c'est déjà compliqué de l'annoncer, parce que on était une culture un peu stricte sur ça, et que on s'attend pas que tu sortes avec un mec ou que moi je sorte avec une femme. Et oui. Donc c'était déjà assez compliqué, en fait, je pense. Et je pense aussi la culture, du coup je suis tamoule. Dans notre culture, il y a aussi ce côté très pudique, donc on parle pas forcément de ce genre de choses avec ses parents. Ses parents. Et même avec ses frères et sœurs, ça dépend, en fait, de la relation qu'on a. Mais c'était pas non plus un sujet avec lequel on est à l'aise, en fait, dans le cercle familial. Non, moi je suis totalement d'accord sur ça, et que de plus, tu dis que oui, il y avait aussi le fait que c'était déjà énormément, on t'est privé de tout ce qui est émotion et sentiment, parce que dans notre culture, on parle pas de sentiments, que ce soit sentiment amoureux ou même sentiment paternel, maternel, fraternel, tout ce qui va avec. Mais on ne dévoile pas nos émotions. Tu fais semblant, tu coches les cases de la culture. Et tu dois travailler, avoir un bon salaire, et basta. En fait, tout ce qui touche à l'émotion, c'était tabou. C'est déjà dans une culture où l'émotion était tabou, quand tu veux rapporter quelque chose de nouveau dans cette culture, c'est encore plus compliqué. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Je me dis déjà, on parle même pas de petite amie. Ma mère, elle me disait déjà que j'avais pas le droit d'avoir une petite amie. Et moi, quand j'étais là, j'étais là en mode, je me disais que juste ça, c'est compliqué. Comment je vais lui dire
que en fait c'est pas une petite amie, maman c'est un petit ami. Pour moi, c'était, je devais correspondre aux critères de mes parents et plus particulièrement de ma mère parce que on a eu une éducation assez stricte venant de ma mère en fait. Et c'est vrai qu'on était beaucoup plus dans on va plaire à la mère, on va lui faire plaisir, c'est vrai que à la longue, c'est assez lourd en fait. Et en fait, on se rend compte quand on devient adulte, finalement, que j'ai le droit d'avoir mes propres désirs, mes propres rêves, qui sont pas forcément, qui vont pas coller forcément avec ce que nos parents ont eu. Et en fait, ça me rappelle aussi l'autre raison qui m'a poussée. Donc la première, c'était quand j'ai vu ton interview et j'étais très contente parce que c'est une première pour notre communauté. Et l'autre, c'était parce que j'avais envie que demain, qu'on puisse, qu'un petit cousin, qu'un neveu, une nièce, puisse parler de ce sujet librement, en fait. Qu'ils se sentent pas perdus ou anormal, bizarre, qu'ils puissent, en fait, en discuter librement, en fait. Parce que je me dis, ok, moi, j'avais pas de référent, mais on le fait pour les autres, en fait, on Oui. le fait pour la génération future. Totalement, j'avais envie que quelqu'un, après moi, ait quand même cette possibilité, en fait. Parce que moi, j'ai pas eu, j'ai quand même envie que mes neveux, nièces puissent avoir cette opportunité. Et parce que je l'ai vu aussi par rapport à d'autres cousins, d'autres cousines qui se prenaient des remarques par rapport au style vestimentaire qui n'a rien à voir avec son orientation sexuelle ou son genre, mais j'avais envie en fait d'être cette personne en fait, au moins qui puisse parler librement en fait, sans jugement et qu'il ait aussi cette représentation. J'ai un frère jumeau, donc on a le même âge. Et une grande sœur aussi. On a 7 ans d'écart. On est assez complices avec mon frère, mon jumeau, dans le sens où on va beaucoup rigoler ensemble, on va pas forcément se parler en face, en profondeur, c'est-à-dire se confier, mais on va le faire par message. Ça va être, on a notre moyen en fait, on a nos moyens de communication. Et avec ma sœur, ça va être un peu plus libre. C'est vrai que je suis plus à l'aise à l'oral, en face avec elle, de lui parler de quelconque sujet en fait. Et c'est vrai que ça a été une des premières personnes à être mise au courant, mon frère en fait, par rapport à ma sexualité. Je lui avais fait part de mon questionnement et aussi de je pense que je ne suis pas hétérosexuelle. Je lui avais clairement dit en fait. Et une de ses réactions, ça a été de me rassurer quelque part en fait, en me disant tant que t'es bien dans ta peau en fait, c'est le plus important. Et c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur en fait, parce que pour moi c'est quelqu'un d'assez traditionnel en fait. Mon frère c'est vraiment quelqu'un qui va suivre ce que les parents vont dire. Ça va être un peu le fils. Il est un peu ancré dans la culture. C'est ça, il est très ancré dans la culture et ça lui va totalement. Enfin, ça lui. Je pense que ça. Alors, je sais pas, je pourrais pas lui parler à son nom, mais à mon avis, s'il suit ses codes, c'est que ça lui correspond en fait. Et je pensais qu'en fait, il allait être plutôt dans le rejet. Dans le rejet, dans la réticence. Comment ça se fait, dans l'incompréhension, mais au final, je pense qu'il était tout de même ouvert en fait. Là, encore une fois, on voit que tradition, ça veut pas forcément dire l'opposé d'être fermé. On peut avoir c'est un bon exemple en fait, je trouve. Et tout de suite après, par contre, l'autre remarque que j'ai eue, c'est mais qu'est-ce que ça va être quand maman va l'apprendre en fait. Et en fait, c'était tourné vraiment, qu'est-ce que va être sa réaction ? Ah oui, c'est nouveau pour la famille, pour tout le monde. Que va penser les autres ? Ça résume très bien, en fait, la mentalité sud-asiatique, en tout cas, tamoul. Alors, moi aussi, j'ai un jumeau. Et j'ai eu, pareil, la même réaction. Il est très dans la culture, très dans les traditions aussi. Moi, il n'était pas plus dans l'acceptation. Il était plus dans le « je m'en fous. Je suis jeune, tu fais ce que tu veux. Je m'en fous. » Ça le concerne pas. Oui, voilà, fais ta vie. Et moi, j'avais aimé cette réaction parce que c'est la première fois. Mais oui, tu nous as parlé de la réaction de ton frère et la réaction de ta sœur, si... Ma sœur, ça a été un peu plus sur la réticence, je pense l'incompréhension, parce que c'est une personne assez religieuse. Donc, ça correspondait pas à ce en quoi elle croyait. Et heureusement pour moi que j'ai eu du coup ma meilleure amie qui l'a préparé en fait, qui a préparé le terrain
pour lui expliquer que voilà, c'est quelque chose d'assez sensible, que j'étais aussi dans un état pas terrible à ce moment-là, en fait. Qui dit tu l'as fait à ton frère en premier? C'était la première personne? La première personne, c'était en fait ma psychologue. Ah oui, ok. Ah oui. Oui. J'en pouvais plus en fait. Je devais lui dire, je l'ai fait je crois en 2021 ou 2022 si j'ai... Et t'étais suivie depuis longtemps avant de lui le dire ou t'es arrivée Pas si longtemps que ça, je pense. Je pense que c'était une des premières séances en fait, une des premières séances. Comment tu t'es sentie? Parce que quand même ça reste quand même la première personne à qui tu l'as dit. C'était je me souviens en fait, j'étais très émotionnelle. À la fois soulagée en fait. En fait, c'était comme si j'avais un poids et ça m'a fait du bien en fait. Et c'était la première fois que tu le disais à voix haute aussi? Oui, non? aussi. Oui. Et je me souviens encore, j'étais vraiment en larmes et c'était très très fort. Mais je pense que ça pouvait plus rester en moi en fait. Et je pense que je lui ai dit comme ça et en fait, c'était pas du tout prévu non plus. Je pense que c'était plus fort que moi. Je devais lui dire et je lui ai dit. Ça m'a fait du bien. Et la personne, on va dire dans les proches, une des premières personnes, c'était des amis en fait. Ma meilleure amie et une autre amie avec qui je suis proche depuis le collège. Et toutes les deux ont été vraiment bienveillantes, très rassurantes, très dans le soutien en fait. Et je pense que c'est super important d'avoir ce genre de personnes autour de soi parce que ça change vraiment l'image de soi qu'on a en fait. Déjà à ce moment-là, on se sent pas désirable, on a l'impression d'être un poids, on n'a pas envie d'être. Et c'est tout l'inverse en fait que j'ai eu avec elles. Elles étaient très contentes pour moi, très fières et aussi encourageantes en fait. Elles ont été beaucoup dans l'accompagnement en fait d'ailleurs. Et je suis vraiment reconnaissante envers ces personnes, ces amis-là, parce que je pense qu'elles ont été vraiment des piliers, en fait. Oui, parce qu'on ne le dit pas assez, parce que quand tu passes par le coming out, pour moi, mes amis aussi, c'était vraiment le premier pilier, c'était vraiment les premières personnes à qui je l'ai dit. Et oui, mais après aussi on le dit pas aussi souvent ça, mais ça brise aussi des amitiés. Parce ça que peut moi briser, je sais aussi qu'il y en a, ils sont très très bien réagis, ils m'ont soutenu, et il y en a, ils m'ont dit ah non Subissane, on va couper net. Et c'est affreux de dire que en fait tu te dévoiles à une personne et la personne elle te dit mais en fait non. Est-ce que dans mon cas j'ai vécu ce genre de rejet? Je sais pas, j'avais plus vécu ça en tant que imagination en fait. J'avais vraiment peur que mes amitiés soient comment dire qu'elle s'arrête Oui, qu'elle s'arrête, qu'on me voit plus pour la personne que je suis, que ça s'arrête à ça en fait, ça y est. Ah oui, ça aussi, qu'on te donne cette étiquette de voilà. Ah ok. Ah d'accord. Alors que on n'est pas que chose, ça, mais voilà. oui. On est une personne entière en fait, ça représente une facette de notre identité. Donc et j'avais tellement peur en fait aussi qu'on réévalue en fait les amitiés en fait, qu'on se dise ah mince on n'est pas amis, qu'on se dise est-ce qu'on est amis, est-ce qu'on n'est pas amis du coup. Je pense que c'est assez marrant parce que je pense que quand on est, je sais pas pourquoi, mais quand on est de cette communauté, on se dit du coup toi t'aimes tous les hommes. Le bail de oui, quand t'es proche avec quelqu'un tu vas tomber amoureux, c'est tellement pas vrai. Ouais. Mais mais comme tu le dis, il y a tellement de choses dans notre communauté où on le voit pas, mais c'est tellement dur parce que tu dois réfléchir d'une autre manière à chaque fois. Tu dois dire putain, ok, j'ai pas envie que la personne se sente mal, j'ai pas envie et tout. Mm-hmm. Et c'est toujours nous, on doit se mettre à la place des gens, mais personne se met à notre place. Ce truc-là, ça va rester gravé dans ma mémoire à tout jamais. J'étais vraiment choqué et surpris en fait. J'étais choqué alors que c'est rien, c'est tout à fait normal. C'était la réaction à avoir en fait. Et pour moi, c'était quelque chose de fou. Et j'étais là en mode waouh. C'est une belle image. C'est une très belle image, mais c'est marrant en fait. Et je pense qu'on a beaucoup peur de tous les raccourcis que font les gens en fait vis-à-vis de notre sexualité. Mais ça fait réfléchir, c'est bien. Mais oui, tu disais par rapport à ta sœur, puisqu'on va parler du coming out. J'ai envie de t'entendre donner ton avis par rapport à ça. Oui. Mais tu disais aussi par rapport à ta sœur, avant que je te coupe, mais c'est par rapport à ta sœur qui a été très chrétienne et que t'es partie un peu tâter le terrain avec ta meilleure amie qui est partie lui dire un peu les choses calmement et voir un peu prendre la température. Et oui. Je veux la suite. Et même en ayant fait ce travail-là, on va dire, de préparation, oui.
il y a eu quand même une sorte de, on sent, d'incompréhension en fait. En fait, on sent que, ok, elle est là pour m'écouter, mais on sent que c'est pas quelque chose qu'elle va encourager ou c'est comme si elle était là en fait. Ok, je suis là pour t'écouter, mais je vais pas être là pour te soutenir. Je sais pas comment on dit en fait. En fait, c'était plus, j'ai quelque chose à t'annoncer et puis voilà. Et la réaction, c'était je m'attendais pas à ça. Je suis vraiment, c'était pour elle le choc en fait. En fait, c'était je t'entends, mais il y aura pas de soutien derrière, il y aura rien. Et je veux plus, je sais pas, hein, peut-être j'interprète, mais c'est dans le sens genre j'entends, je t'écoute, ok. L'information est montée là. Moi, peut-être que, en fait, je pense que c'est ça. En fait, elle voulait plus te soutenir, genre elle voulait pas te soutenir et il n'y a pas de. Je pense pas que c'était, elle voulait pas me soutenir parce que, en fait, je pense que c'était un conflit interne entre ses valeurs en tant que personne religieuse chrétienne et ce que moi je lui annonçais en fait. Je pense qu'elle était pas ok, je te renie, t'es plus ma sœur en fait. C'est plus ok, j'entends ce que tu dis, j'ai du mal à comprendre, à l'accepter, mais tu restes quand même ma sœur. Je serai toujours là pour toi. Ça restait quand même bienveillant, mais ça a mis du temps à se construire cette partie-là. Parce que moi j'avais beaucoup peur de ses réactions justement vis-à-vis de ses positions religieuses. Mais ça va pas être la personne qui va être là, qui va me dire tiens, tu veux que j'en parle à tel ou à nos parents, tu veux qu'on fasse quelque chose à ce sujet-là. Je pense que c'est en cela que je voulais dire qu'elle était réticente en fait, enfin qu'elle n'était pas là. Elle a été quand même là en fait, elle m'a quand même rassurée comme elle a pu avec ses moyens, mais c'était pas une personne, on va dire, comme on pourrait le dire, une alliée en fait. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Comme on pourrait dire quelqu'un, comme mes amis qui ont été là, qui m'ont accompagnée en fait. Est-ce que tu as été déçue de sa réaction ou tu t'y attendais à pire? Je pense que je m'attendais à pire. Si je m'attendais à pire. Et en ça, j'étais soulagée en fait. À chaque fois que j'ai fait mes coming out en fait, ça a été mieux que ce que je imaginais. Donc j'étais vraiment soulagée, contente de l'avoir partagé. Et quelque part, j'avais quand même cette... je me dis, ah mince, pourquoi j'ai pas le soutien de ma sœur? Pourquoi, en fait, je me sens pas épaulée, en fait? La prochaine étape, c'était vraiment mes parents. Et j'ai commencé par mon père, d'abord, parce que depuis toujours, ça a été quelqu'un d'assez bienveillant. C'est vraiment... la figure paternelle, la figure du parent qu'on n'a pas peur en fait. Il y a toujours, je sais pas s'il y a toujours le parent moi, policier, le parent voilà. Et dans mon cas, c'était ma mère qui était le parent policier, on va dire. Ah, c'est grave intéressant. Comme ça. C'est l'inverse. Oui. Et donc pour moi, c'était la figure à qui je pouvais dire sans avoir peur en fait. Et donc je lui ai dit, et à chaque fois en fait, donc je sais pas si je l'ai dit, c'était par écrit en fait. Mes coming out, ça a toujours été par écrit. Pourquoi ? Parce que je me suis sentie plus à l'aise d'exprimer mes émotions. J'avais peur d'oublier de dire des choses. J'avais peur aussi peut-être de pas le dire. Oui, peur de ne pas le dire ou pas dire les choses correctement, pas dans les bonnes formes ou aussi craquer en fait en termes d'émotions. C'est vrai que à cette période-là, j'étais très à fleur de peau en fait. Et j'avais pas envie qu'ils me voient dans cet état-là en fait. Et c'est d'où le choix de le faire par écrit. Et au moins, je suis sûre qu'il y a une trace écrite. Ils pourront le relire, le revoir, poser des questions s'il y a un passage qu'ils ne comprennent pas. C'était très... je l'avais beaucoup travaillé, en fait, cette lettre. Tout a été par écrit, même par rapport avec tes amis ? Avec mes amis, ça a été par téléphone. Par téléphone. Au téléphone, parce que j'étais à distance. J'étais aux Pays-Bas. Avec mon frère et ma sœur, ça a été par message. Mais j'avais pas fait toute une lettre vraiment où j'expliquais de A à Z. C'était plus, voilà, je suis telle personne et c'est tout. J'avais pas forcément élaboré en fait. Okay. Alors qu'avec mes parents, j'avais vraiment pris le temps d'écrire une lettre, vraiment. Et vraiment, même fait une partie foire à questions. Si jamais, j'anticipais tout type de réaction. Et c'était vraiment très très préparé avec mes parents. Donc j'aime bien, j'ai bien aimé ce process parce que j'avais en fait l'impression d'avoir au moins dit tout ce que j'avais envie de dire en fait.
comment c'était dur pour moi de le dire, de l'accepter, et qu'est-ce que j'imaginais comme réaction, enfin c'était... Et au moins j'étais sûre que j'avais tout dit en fait, tout ce que j'avais dans ma tête. Voilà, c'est posé sur un papier et ils l'ont reçu en fait. J'avais fait une version en anglais pour être sûre qu'ils comprennent vraiment tout. Et la réaction de mon père, c'est vraiment, il a été inquiet. Il m'a tout de suite appelé, je sais plus combien de fois. Il était vraiment... T'as pas décroché et j'avais pas décroché parce que j'étais en réunion, je crois. Mais j'ai vu son appel et puis j'ai tout de suite appelé. Dès que j'ai vu ses appels, je me suis dit pourquoi il m'appelle autant de fois. Et en fait, je pense que la lettre en elle-même, elle était assez lourde en fait. Je pense que mon père avait peur que je me fasse quelque chose, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'il s'est dit, la réaction c'était tout de suite il m'appelle autant de fois et si tu veux, on va en Inde, on va se reposer, on arrête tout. Enfin, tu arrêtes, tu quittes ton métier et voilà, on va se reposer. C'était vraiment de la bienveillance en fait. Il avait peur pour son enfant en fait. Ouais. Mais c'est vrai qu'on blâme beaucoup la culture occidentale qui dit que oui, c'est en train de détruire la culture sud-asiatique alors que la culture sud-asiatique elle était pas si parfaite que ça en fait. Ouais. Et c'est pas vraiment la culture occidentale. Moi je pense qu'on est une génération où on veut faire bouger les choses en fait, on veut changer parce que la génération de nos parents c'était vraiment de se plier aux règles, de se dire en fait ok. Quand j'écoutais des podcasts de personnes qui faisaient des coming out, et j'étais en train de me dire mais en fait pourquoi nous on doit le faire en fait? Pourquoi je dois le dire? Parce que déjà moi je suis pas une personne super on va dire, je vais pas parler de relations, de sexualité ouvertement à quiconque, parce que c'est ma personne, j'aime bien, enfin, je me confie seulement à certaines personnes. Et là, pourquoi on devrait le faire? Parce qu'on est issu de cette communauté, en fait. On me dit, la personne hétérosexuelle, elle a pas à faire ce genre d'annonce, en fait. Pourquoi nous, on doit le faire? Et qu'est-ce que ça va changer, en fait? En fait, ça te permet peut-être d'ajuster les attentes. Par exemple, vis-à-vis de tes parents, voilà, des personnes proches, qui se disent pas, tu vas te marier, tu vas fonder une famille, enfin, voilà. Mais je pense que ça a été trop normalisé d'avoir des attentes. Il faut pas. Parce que moi, je sais que si demain j'ai des gosses, j'aurais pas d'attente, je serais pas là en mode, je vais les faire grandir pour qu'ils se marient un jour. Ouais. Tu vois ou pas? Il faut pas avoir cette attente. Déjà, juste ça, là, c'est cette attente, je trouve qu'elle est mauvaise, qu'elle a été trop normalisée et que on s'attend toujours à avoir vie de famille, vie de couple et tout, alors qu'il y en a, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas ce qu'ils souhaitent. Il faut plus se normaliser à se dire que, ok, je vais tout faire pour que mon gosse soit heureux. Mais on a du chemin parce que oui. Parce que nos anciens répètent ce que on leur a toujours dit et quand on se met à leur place, parce que nous on a la chance, je me dis, notre génération, pourquoi on a cette chance de se rebeller un peu, c'est parce qu'on n'a pas à penser, on est plus dans la phase de survie en fait. Alors que nos parents ils étaient beaucoup dans la phase de survie en fait. Eux c'était gagner mon pain du jour et voilà. C'était vraiment ça. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas le temps de penser à toutes les autres choses en fait. Et que nous maintenant on a cette chance en fait parce qu'on n'a pas à penser c'est bon, j'ai un toit, j'ai de quoi manger, je suis au chaud donc et donc on peut penser à ce genre de questions. Je pense que ça change ça aussi. Je voulais qu'on revienne un peu sur la réaction de tes parents parce qu'on a eu la réaction de ton père. Oui. On n'a pas eu celle de ta mère et je voulais aussi savoir comment ça se passe aujourd'hui. Parce que ça va faire un petit moment quand même que tu l'as dit à tes parents et tout, et que est-ce que t'es encore avec eux ou t'es reparti aux Pays-Bas Ça fait 1 an que je leur ai dit. Là, je suis retournée depuis les Pays-Bas et je vis avec eux actuellement. C'est vrai que le retour, c'était assez super, une très bonne nouvelle pour moi parce que je me sentais pas très très bien là-bas. Je me sentais isolée et c'était pour moi le moyen de revenir en fait parce que j'avais envie de me retrouver avec mes proches en fait, mes amis, ma famille. Et comme je te le disais un peu plus tôt en fait, la question du coming out ou de ma sexualité n'a jamais été remis sur la table en fait en me disant oui tu m'as dit ça, est-ce que tu peux m'en dire plus, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, le déni en fait. Je pense que là ils sont plutôt en phase de déni. Et la réaction de ta mère? La réaction de ma mère, ça a été, pour le coup, encore une fois, une surprise. Elle a été dans la recherche de réponses.
Elle était dans le Ok. questionnement. Pourquoi, en fait, tu m'as dit ça, mais pourquoi? Et pourquoi tu as eu des relations avec des garçons? Pourquoi, en fait? C'était le pourquoi. Elle a continué à me demander pourquoi, en fait. Et je pense que là, je suis arrivée à un point où c'est vrai que c'est assez récemment, en tout cas, c'est un peu spécial parce que, en fait, comme je vis avec eux, bah, je me sens quand même comme si cette partie-là devait de nouveau être cachée ou ne pouvait plus exister, en fait. Et donc, ça me met un peu mal à l'aise et ça m'a poussée à me dire il faut que je me trouve un espace pour moi, pour que je puisse respirer, être moi-même, en fait, que je puisse parler de ces sujets si j'ai envie de parler de ces sujets, regarder des films ou des documentaires à ce sujet-là, en fait. Alors que là, je n'ai pas forcément. Je sais pas si c'est le courage, mais c'est plus que je me sens pas libre, en fait, de mes actes, en fait. Qui dit que là, quand tu me dis que bah voilà, ça te limite et que tu te sens pas vraiment toi-même, même après avoir fait ton coming out, la question que je voulais te poser, c'était est-ce que tu étais satisfaite en fait de. Pas la manière, hein, parce que je pense que la manière, tu l'as très, très bien Oui. fait, mais Des résultats. ouais, les résultats de comment ça se passe après, de comment ça se déroule, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose que je me suis posé comme question récemment, en fait. Et en gros, est-ce que ça a changé quelque chose? En fait, je pense que j'avais quand même cette volonté de le dire parce que Ok. je l'ai tellement oppressé en moi. Je l'ai tellement pas parlé de ça que je pense que je regrette pas de l'avoir dit. Ok. J'ai pas de regret, en fait. Ce que je veux dire, c'est que j'ai juste été déçue peut-être de la réaction ou du manque de soutien de certains membres de famille. Mais c'est comme ça, en fait. Ça m'apprend que tout le monde ne va pas forcément être là à m'encourager accepter ou ou à à encourager, accepter. oui. Et ça fait partie de mon cheminement, c'est pas grave. Tant que moi, j'arrive à être la personne que je veux être et que je me sens pas obligée de porter un masque, je me sens pas obligée d'accomplir des responsabilités. Là, récemment, je l'ai dit, en tout cas, ma famille en Inde n'est pas au courant, à moins que mes parents nous l'aient dit. Ici en France, j'ai commencé à en parler à une cousine, par exemple, parce que j'avais envie de lui dire. Et, C'est une cousine qui a grandi ici. c'est ça. Ok. C'est une cousine qui a grandi ici et parce que je ressentais le besoin d'être authentique, justement, dans mes discussions, que je me sente pas cachée ou que je puisse parler librement, en fait. Comme eux parlent de leurs relations, de leurs problèmes de couple ou peu importe, ce genre de choses, parce que, en fait, on est pareil. C'est comme ça, en fait, que j'essaye de petit à petit me dévoiler, en fait. Mais je n'ai plus cette nécessité de vouloir me dévoiler à tout le monde. J'avais à un moment donné envie de les dire à tout le monde, vraiment. Oui, Je disais, j'ai eu mais cette envie moi aussi. c'était vraiment, oui, c'est bon, je vais le dire à tout C'est le parce monde. qu'en fait on l'a tellement réprimandé à l'intérieur, on s'est dit non, 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 non. C'est- Et le moment c'est où ça. t'as commencé à l'accepter, tu voulais dire vas-y, je vais le crier un peu sur Oui, tous les toits oui. et tout. Et moi je sais que année de collège, troisième jusqu'à la seconde, je disais à tout le monde. J'étais tellement fier, j'étais en mode ouais, il faut les éduquer, il faut qu'on déconstruise tout ce qui est tabou en fait dans tout ça. Et Participer aussi à la vie locale de sa ville. Même des petits gestes, hein, même en étant conseiller municipal, hein, ça peut être un début. Hein. J'ai ça, ou enfin. Et à déjà travers voter pour les lois, voter, ne pas être passif quoi, Oui. être actif dans la vie et de faire. Mais déjà en parler, je pense que ça aide en fait, et être capable d'en parler sans blocage en fait, sans se dire qu'est-ce que l'autre va parler, qu'est-ce que l'autre va dire. Déjà ça c'est une grosse étape en fait. Et c'est pour ça que les tabous ça n'aide pas en fait à vraiment parler entièrement des questions, des problématiques que nous on rencontre en tant que personnes issues de la communauté LGBT+. Je dirais en fait, il n'y a pas de chemin type dans comment vous vous sentez, des attirances que vous avez pour l'autre. Vraiment, un conseil c'est aller au feeling en fait, ressentez le moment tel que c'est. On est tous humains, on n'a pas besoin d'étiquettes. Aimer, c'est universel. Donc je pense que déjà là, ça casse déjà le fait que d'avoir on va dire, ce besoin d'avoir une étiquette en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Vraiment profitez, ressentez, voilà. Ressentez ce que vous ressentez. Et c'est déjà suffisant, je pense. Et la santé mentale, c'est vrai que c'est un sujet hyper
sérieux dans notre communauté. Quand j'avais vu les chiffres, etc. En fait, tu dois être guéri pour tout. Sinon, ça va te suivre et ça va un peu entacher un peu tout ce que tu as construit. Non, ça fait du bien en vrai de parler de tout ça. Non, franchement, ça me fait du bien. Ça m'a calmé en fait. Moi, ça m'a calmé. Ça fait comme une séance de thérapie là. Ça me fait le même effet là. Je suis très contente. Ça libère l'esprit en fait, hein, la parole. En fait, de parler. En fait, on ne dit pas, mais de sortir les mots de tout ce qui se passe à l'intérieur de ta tête, ça te libère. Ouais, en fait, c'est vrai. C'est la sensation que j'ai toujours eue après une séance. En règle générale, soit je suis très émue ou soit je suis légère. Et ben là, je me sens légère en fait, parce que j'ai pu dire ce que j'avais envie de dire. Et en fait, tu te rends compte aussi, là aussi, il y a un petit côté introspection, c'est que tout le chemin que tu as fait en fait pour arriver à là, tu te rends compte en fait, ah oui, mais en fait, il y a quelques années, tu le vois pas. Oui, tu le vois pas. Sur le moment, t'es même, genre tu te dis, ok, bon frère, c'est la même chose. Tu vois, mais alors que quand tu vois un peu en arrière, tu te dis mais attends, je viens quand même de faire tout ça, quoi. Je suis en mode ok, j'ai passé cette étape là. À ce moment là déjà je me disais que je réussirais pas, mais je suis déjà là. Alors en fait on n'est pas reconnaissant avec soi-même. On oublie en fait, on manque de reconnaissance. De regarder un petit peu, parce que c'est vrai que des fois regarder derrière soi, c'est pas tout le temps conseillé. Mais c'est bien de prendre le temps de regarder, ah oui, le chemin que j'ai fait, waouh, c'est... Comme notre communauté le dit, quoi, être vraiment fier de nous et de continuer à avancer, et voilà, quoi. Un grand merci à notre invitée pour cet échange enrichissant. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux tels que Instagram, je te laisse te le dire. Diffviewer. Comment ça s'écrit ? @diffviewer. Voilà. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si vous aussi, vous souhaitez discuter d'un sujet qui vous tient à cœur, rejoignez-nous sur le podcast. Les inscriptions sont ouvertes via un Google Form ou par email. Le mail, c'est contact@talktaboumedia.fr. Vous trouverez les liens sur les plateformes de podcast. Et pour continuer à nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à Talk Tabou Media sur toutes les plateformes. Vous nous trouverez facilement en tapant Talk Tabou Media sur vos réseaux sociaux préférés. Pensez aussi à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un avis. C'est grâce à vos retours qu'on peut s'améliorer et continuer cette belle aventure ensemble. Et merci encore de nous avoir écoutés.